Bienvenue à notre formation sur le plan d'échantillonnage pour la mesure du carbone. Dans cette vidéo, nous vous présentons les principaux termes et concepts à comprendre avant d'entreprendre un projet de mesure du carbone. Puis, nous vous montrons comment les appliquer à l'aide d'exemples concrets. Tout au long de la vidéo, nous ferons référence au guide complémentaire « Mesure du carbone, plan d'échantillonnage », dans lequel vous trouverez davantage de détails sur le processus. Qu'est-ce qu'un plan d'échantillonnage? Dans un projet de mesure du carbone, un plan d'échantillonnage sert à la collecte de données dans un réservoir de carbone. Il vous aide à déterminer quoi mesurer, où le mesurer et comment obtenir une estimation précise du carbone stocké dans une vaste zone à partir d'un petit ensemble d'échantillons. Un réservoir de carbone est un système ayant la capacité de stocker ou de libérer du carbone comme le sol, les plantes et l'air. Pour bien organiser votre projet, vous devez diviser le terrain en plusieurs parties. La zone à l'étude est l'ensemble de la superficie pour laquelle vous souhaitez estimer le carbone. Elle peut comprendre un mélange d'écosystèmes comme des forêts, des milieux humides ou des prairies. À l'intérieur de cette zone, vous choisissez des sites à l'étude, de plus petits emplacements dans lesquels vous recueillez des données. Et enfin, à l'intérieur de chaque site, vous délimitez des parcelles, qui constituent les endroits précis où l'échantillonnage aura lieu. La stratégie d'échantillonnage sert à déterminer l'emplacement des sites et des parcelles. Il existe 4 stratégies courantes. L'échantillonnage aléatoire consiste à sélectionner des parcelles au hasard dans la zone à l'étude. Cette stratégie est préférable lorsque la zone est relativement uniforme ou que vous n'avez pas beaucoup d'informations à son sujet. L'échantillonnage systématique consiste à espacer les parcelles à intervalles réguliers, souvent à l'aide d'une grille. Cette méthode fonctionne bien pour les petites zones d'études uniformes. Dans le cas de l'échantillonnage aléatoire stratifié, la zone à l'étude est divisée en sites d'études sur la base de caractéristiques telles que l'utilisation des terres ou le type d'écosystème. Ensuite, des parcelles aléatoires sont placées à l'intérieur de chaque site. Cette approche est idéale pour les zones plus vastes qui présentent de nombreuses variations. Enfin, l'échantillonnage de commodité consiste à choisir les parcelles en fonction de leur facilité d'accès. Il s'agit d'un bon choix lorsque le temps, le budget ou le personnel sont limités et lorsque les données ne seront pas utilisées pour la production de rapports. La taille des parcelles variera en fonction de ce que vous souhaitez mesurer. Si vous mesurez des arbres de plus de 2 mètres de haut, vous aurez besoin d'une parcelle de 400 mètres carrés. Pour les plantes plus petites, vous pouvez utiliser des parcelles beaucoup moins grandes, entre 0,25 et 100 mètres carrés. Si vous mesurez plusieurs éléments, comme les arbres et le sol, dans la même zone, vous pouvez placer vos plus petites parcelles à l'intérieur des plus grandes. C'est ce qu'on appelle un plan d'échantillonnage emboîté. Vous devez également décider si vos parcelles seront à usage unique ou permanente. Les parcelles à usage unique sont échantillonnées une seule fois. Les parcelles permanentes sont utilisées à plusieurs reprises, ce qui permet de faire le suivi des changements au fil du temps. Sachez que toute action pouvant perturber une parcelle permanente, comme la prise d'échantillons de sol, doit être menée à l'extérieur de la parcelle afin de la garder intacte pour les visites futures. En fonction de vos objectifs et de vos ressources, votre projet suivra une approche de niveau 1 ou de niveau 2. Le niveau 1 est plus simple. Il convient bien aux petits projets communautaires ou lorsque le temps et les ressources sont limités. Les données sont utiles, mais pas assez détaillées pour faire l'objet d'un rapport formel. Le niveau 2 est plus avancé et offre une meilleure précision. On l'utilise souvent lorsqu'il faut rendre compte à des bailleurs de fonds ou dans le cadre d'un programme de crédit carbone. Il nécessite davantage de planification et d'effectifs. Consultez le guide « Mesure du carbone, plan d'échantillonnage » pour plus de détails. Avant de mettre en œuvre votre plan d'échantillonnage, vous devez aussi prendre en compte les éléments suivants: la taille totale de votre zone à l'étude et le ou les réservoirs de carbone qui vous intéressent. Ces facteurs auront un impact sur la stratégie d'échantillonnage choisie et sur votre budget.
Pour les petites zones à l'étude, vous pouvez utiliser un drone ou des relevés au sol afin de mieux comprendre les variations du paysage, mais pour les zones plus vastes, vous aurez besoin d'un logiciel de cartographie. Maintenant que vous connaissez les termes et idées clés, voyons comment appliquer concrètement un plan d'échantillonnage à l'aide de 2 études de cas inspirées d'exemples réels. Pine Valley est une petite collectivité dont les terres boisées chevauchent un réseau local de sentiers. L'équipe chargée des terres et des ressources ne compte que 2 employés et elle mesure le carbone pour la première fois. Earth Trackers est un organisme de conservation qui planifie un projet de surveillance du carbone à long terme dans une zone qui chevauche un parc provincial. Il travaille directement avec le parc provincial et les gardiens de la Première Nation dont les terres sont concernées par la surveillance. Nous suivrons les 2 équipes au cours des 7 étapes de la conception et de la mise en œuvre d'une stratégie d'échantillonnage. La première étape consiste à définir la zone à l'étude. Vous devez utiliser un logiciel de cartographie pour déterminer la zone à l'étude totale en kilomètres carrés. Le guide complémentaire contient des informations sur tous les outils nécessaires à cette étape. Pine Valley a utilisé Google Maps pour dessiner sa zone, une solution simple et facile à partager avec d'autres. L'équipe a défini une zone à l'étude d'environ 8,5 km². Earth Trackers a utilisé Google Earth Engine, un outil plus avancé, pour définir sa vaste zone de 96 km². La deuxième étape, facultative mais utile, est la stratification de votre zone. Il s'agit de diviser la zone d'étude en sections plus petites en fonction de caractéristiques telles que l'utilisation des terres, les types d'écosystèmes ou le savoir traditionnel. Pine Valley a décidé de sauter cette étape pour l'instant afin de simplifier le processus. Bien que cette décision limite ses options de stratégie d'échantillonnage, elle lui permet tout de même d'atteindre ses objectifs de mesure du carbone. Earth Trackers a consulté les gardiens des Premières Nations et utilisé les connaissances locales et les outils de cartographie pour diviser sa zone en 2 sites à l'étude, un où la récolte traditionnelle a eu lieu et l'autre où elle n'a pas eu lieu. La troisième étape consiste à déterminer le nombre de parcelles nécessaires. Les 2 équipes ont utilisé les outils de plan d'échantillonnage de la Bibliothèque de ressources du WWF pour les aider dans cette tâche. La calculatrice intégrée à l'outil donne une estimation du nombre de parcelles nécessaires en utilisant uniquement la taille de la zone à l'étude. L'outil comprend également un paramètre appelé « erreur admissible » ou « allowable error », soit l'écart que vous jugez acceptable entre votre estimation du stock de carbone et la valeur réelle. Une erreur admissible plus faible signifie que vous aurez besoin d'un plus grand nombre de parcelles pour obtenir un résultat plus précis. Consultez le guide Mesure du carbone, plan d'échantillonnage pour plus de détails. Cette étape est nécessaire pour les projets de niveau 2 comme celui de Earth Trackers, mais elle offre aux projets de niveau 1 comme celui de Pine Valley un cadre de référence utile lors de la planification des parcelles. Pine Valley a choisi le paramètre par défaut de 20% d'erreur admissible et devait donc créer 8 parcelles. Earth Trackers souhaitait un peu plus de précision et a fixé son erreur admissible à 10%. 52 parcelles étaient donc nécessaires. La quatrième étape consiste à déterminer l'emplacement des parcelles. C'est maintenant que vous devez choisir l'une des 4 stratégies d'échantillonnage. Pine Valley a choisi l'échantillonnage de commodité. En plaçant les parcelles dans des zones faciles d'accès, ce choix est logique compte tenu de la taille de l'équipe et du terrain. Earth Trackers a choisi l'échantillonnage systématique, en espaçant les parcelles de manière régulière dans les 2 strates afin de couvrir le terrain de façon uniforme. Les 2 équipes ont utilisé les outils de conception d'échantillonnage de la Bibliothèque de ressources du WWF Canada pour établir leurs parcelles. La 5e étape consiste à choisir le plan d'échantillonnage. Voici quelques décisions que vous devrez prendre à ce stade. Choisir les réservoirs de carbone qui vous intéressent. Choisir entre des parcelles à usage unique ou des parcelles permanentes. Déterminer la pertinence d'emboîter vos parcelles. Pine Valley a décidé de mesurer à la fois les arbres et la végétation de plus petite taille.
L'équipe a utilisé un plan d'échantillonnage emboîté avec des parcelles de différentes tailles sur le même site. Comme elle ne prévoit pas encore faire de la surveillance à long terme, il s'agit de parcelles à usage unique. Earth Trackers a également utilisé un plan d'échantillonnage emboîté, mais comme l'équipe prévoit revenir chaque année, elle a mis en place des parcelles permanentes. Pour protéger ces endroits, elle a prélevé des échantillons de sol juste à l'extérieur de la parcelle principale. La 6e étape consiste à se rendre sur le terrain et à recueillir des données. Pour plus d'informations sur les protocoles de terrain pour les arbres, la végétation non ligneuse, les sols tourbeux et les sols non tourbeux, consultez les guides de notre bibliothèque de ressources. Pine Valley a suivi des protocoles standards pour les arbres et la végétation. Earth Trackers a suivi des protocoles similaires, tout en incluant l'échantillonnage du sol. Les deux équipes ont enregistré leurs mesures à l'aide de feuilles de données et ont suivi les indications en fonction des réservoirs de carbone étudiés. Enfin, la 7e étape, la communication des résultats. Consultez les guides dans notre bibliothèque de ressources pour savoir comment déterminer les estimations du stock de carbone moyen et du stock de carbone total de votre zone à l'étude. Pine Valley a organisé ses données de terrain dans une feuille de calcul et partagé ses premiers résultats avec sa communauté. L'équipe prévoit étendre la recherche à d'autres zones à l'avenir. Earth Trackers a créé des cartes et un rapport écrit à partager avec les membres de la communauté et les partenaires. Le financement étant assuré pour les prochaines années, l'équipe met en œuvre un système permettant au programme des gardiens des Premières Nations de la région de faire un suivi et de rendre compte des résultats au fil du temps. C'est donc ainsi qu'on passe d'une carte vierge à un plan d'échantillonnage complet pour la mesure du carbone. Nous espérons que Pine Valley et Earth Trackers vous ont permis de bien comprendre comment un plan d'échantillonnage peut prendre forme dans différents contextes en fonction de vos objectifs et de vos ressources. Félicitations! Vous savez maintenant comment planifier l'échantillonnage pour la mesure du carbone. Dans cette vidéo, vous avez vu la sélection des zones, des sites et des parcelles à l'étude, le choix d'une stratégie d'échantillonnage, le choix des types de parcelles, qu'elles soient à usage unique ou permanent, et les considérations en matière de rapport et d'accès à vos données. Pour de plus amples détails, consultez les guides complémentaires sur la planification de l'échantillonnage et référez-vous à cette vidéo à tout moment. Bon échantillonnage!